Bonjour à tous et merci de votre présence. Alors, peut-être pour introduire, non pas la thématique de la journée pour l'instant, mais pour introduire ici l'existence de cette journée, je vais donner quelques indications qui seront utiles aussi aux étudiants qui sont issus des promotions licence et master 1. Cette journée, elle est organisée dans le cadre d'un projet tutoré. C'est-à-dire, en fait, l'idée qui est celle de notre formation consiste à se dire les étudiants peuvent apprendre aussi à mettre en place des formes de communication plus ou moins scientifiques, professionnelles, et qui peuvent assurer aussi la promotion de l'activité physique adaptée, et donc les engager vers aussi la professionnalisation. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a imaginé ces journées, ces 6e rencontres, qui sont toujours mises en place dans le cadre d'un projet tutoré. Elles sont accompagnées par 2 enseignants qui donnent à fond de leur temps sur l'organisation de cette journée, avec les étudiants de Master 2, que je remercie profondément ici, et aussi avec l'accompagnement des étudiants de Master 1. Donc en fait, il y a un ensemble de rouages qui se sont constitués à partir du début de l'année et qui débouchent sur l'organisation de ces journées. Donc les deux enseignants, il s'agit de David Communal et de Yann Larol. Donc en fait, c'est eux qui aussi coachent les étudiants tout au long de l'année et particulièrement sur cette première partie du semestre. Alors, la liaison avec les Master 1, elle s'effectue cette année, dans le cadre de nos nouvelles maquettes de formation, elle s'est effectuée sur la base d'une réflexion thématique. Et donc les Master 1 vous proposeront d'échanger avec eux autour de 4 thèmes qu'ils ont réfléchis, développés. Le thème qui concerne la place des mutuelles aujourd'hui dans le développement de l'activité physique adaptée. Donc, thème important en émergence. Le thème des réseaux, les réseaux de santé, qui constituent aussi une interface entre l'hôpital et la ville. Notamment l'inscription ici des patients dans un suivi plus territorialisé. Une autre thématique, c'est le e-santé, la santé connectée, qui est en émergence aussi, avec des nouvelles technologies, etc. Et enfin, une thématique qui concerne la prescription de l'activité physique adaptée, sur laquelle on va bien sûr travailler la journée, on va avoir un certain nombre d'échanges. Voilà en préambule ce que je voulais dire, qui permettait de situer un peu la tonalité de cette journée. Alors, pour présenter le thème, je ne sais pas si c'est envoyé. Donc pour présenter le thème de cette journée, étant ici tous, vous n'êtes pas sans savoir que ces journées sur la prescription médicale de l'activité physique adaptée, elles font suite à la publication de l'article 144 de la loi de modernisation du système de santé, qui a été publiée en 2016, donc c'est assez récent. Mais aussi, elle prend place dans les débats actuels qui portent sur l'écriture de l'arrêté, et un arrêté que tout le monde attend, concernant les conditions d'exercice de l'activité physique adaptée prescrites par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée. Tel est l'intitulé de l'arrêté qui devrait sortir. Alors bien sûr, tout le monde dans la communauté des APA, mais aussi en dehors, dans d'autres champs professionnels, comme par exemple le secteur paramédical, ou encore le milieu sportif, attend d'avoir quelques indications sur les prérogatives qui vont donner lieu à autorisation ou non d'exercer avec tel type de patient, tel type de niveau de pathologie, de troubles, de déficits fonctionnels, etc. Ces débats autour de l'institutionnalisation, vous pouvez l'imaginer, et particulièrement autour des compétences professionnelles, conditionnent l'avenir des nouveaux métiers, et ils sont assez inquiétants pour les formateurs que nous sommes,
mais qui se pose la question de savoir comment les jeunes vont se professionnaliser sur le marché du travail, seront reconnus, mais aussi, on peut l'imaginer encore, ils sont anxiogènes pour les étudiants qui ont fait le choix d'une spécialisation nouvelle, parce que porteuse d'un espoir de professionnalisation. Alors, il y a une forte dureté des négociations, parce que j'en ai écho, une forte dureté des négociations au sein d'une commission, justement, qui doit définir par le fait de cet arrêté les prérogatives professionnelles. Commission réunie autour du professeur Bigard, sous l'égide donc de la Direction générale de la santé. Alors, ces débats qui sont plutôt virulents, c'est quelque chose qui est assez commun finalement quand on étudie au prisme de la sociologie des professions médicales ce qu'on pourrait appeler, certains auteurs appellent, Hugues Merton, le processus de bureaucratisation, qui fait qu'une profession qui s'organise doit permettre de distinguer en fait les vrais professionnels qui passent par différentes phases de formation, de qualification, et aussi ceux qui transitent par des voies plutôt périphériques. Donc c'est dans ce débat, dans le conflit, que la profession en activité physique adaptée se construit maintenant depuis 5-6 ans. Les débats sont de plus en plus intenses et on arrive sur un point fondamental aujourd'hui dans ces débats. D'autant que ces débats, il me semble que c'est un élément particulièrement important dans la conjoncture actuelle, ce débat prend forme dans des champs qui sont constitués. Des champs autour d'une médecine qui est elle-même fortement structurée par la division du travail en différentes spécialités médicales, paramédicales. On sait que ici, les spécialités paramédicales luttent aussi pour avoir leur part d'intérêt dans ce travail autour de l'activité physique adaptée. Alors, on ne va pas avoir une vision polémique ici, ce n'est pas l'objet de l'université que de se mobiliser dans ce sens-là. On voudrait avoir plutôt une approche constructive, et on est au niveau de Toulouse plutôt dans cette dynamique-là, depuis toujours. Constructive, universitaire, que les étudiants de Master 2 d'ailleurs ont décidé sur lesquels les étudiants de Master 2 ont décidé d'emboîter le pas. Et c'est pour cela qu'ils ont en fait décidé eux-mêmes de dire on va faire une journée sur la prescription de l'activité physique adaptée avec l'avenir pour les patients et les professionnels. Voilà pour présenter en fait l'origine de la thématique et son intérêt. Alors, pour maintenant définir un peu dans mon introduction l'organisation des débats, et j'espère que je ne serai pas très long, je vais quand même planter le décor à 3 niveaux. Je plante le décor à 3 niveaux. Premièrement, la prescription de l'activité physique adaptée interroge les politiques locales de promotion de l'activité physique qui touchent à la coordination des services et des acteurs. Ce sera le premier axe de mon propos. Le second, c'est que, bien sûr, la prescription de l'activité physique adaptée touche aussi la gestion de la prescription en activité physique adaptée, en consultation, et la sécurisation du parcours de santé. Enfin, le troisième niveau de ma présentation portera sur le sens de l'activité physique adaptée, ses déclinaisons et ses outils. Alors premièrement, les politiques locales de promotion de l'activité physique adaptée qui touchent à la coordination des services et des acteurs. Je vais vous faire un petit détour et ça peut être instructif de voir comment en fait il y a une montée en charge de l'activité physique adaptée en France précisément, mais sous l'influence de ce qui s'est déjà tramé, développé dans les pays qui sont plus en avance, j'entends ici le Canada et les États-Unis. La lutte contre la sédentarité en France, elle a été portée au tournant précisément des années 2000 par un plan qu'on connaît tous, par sa médiatisation, qui est le plan national nutrition santé. Il est fortement couplé, ce plan, à l'origine, à un problème nutritionnel qui vise à faire réduire l'obésité. Et la sédentarité s'impose assez rapidement comme un problème de santé publique, avec une portée assez générale. Elle est dénoncée, du reste, comme un facteur de risque important pour de nombreuses pathologies chroniques, dont le cancer, les maladies cardiovasculaires constituent les têtes de pont de ces pathologies
au moins dans leur expansion. Et bien sûr, la lutte contre la sédentarité va être de ce fait intégrée à de nombreux plans qui sont non plus le plan national, uniquement le plan national nutrition santé, mais le plan bien vieillir par exemple, le plan cancer, pour ne parler que de cela. Son antidote à cette lutte contre la sédentarité, c'est l'activité physique. Et donc, sous l'impulsion et le militantisme des médecins du sport, qui sont bien évidemment dans la lutte pour valoriser une composante de leur travail, les milieux universitaires, les professionnels de l'activité physique adaptée, mais aussi certaines fédérations qui sont proches d'une éthique sanitaire. Je pense par exemple à la Fédération française de gymnastique volontaire ou à la Fédération française d'éducation physique dans le monde moderne. Sous l'impulsion de tous ces acteurs, l'activité physique adaptée est promue en toute autonomie à partir de 2008 sur la base de deux outils en fait, de l'action publique. Premièrement, un rapport INSERM 2008 qui définit les bienfaits de l'activité physique. Et donc là, on est sur une base scientifique. On a dans le même temps une base plus politique. Le rapport Toussaint, qui s'intitule « Retrouver la liberté de mouvement » et qui promeut en fait différentes voies de développement de l'activité physique adaptée. Et donc ces deux piliers vont servir de base pour la construction et le lancement en 2012 d'une politique sport, santé, bien-être. Et dernièrement, pour l'affirmation, dans le cadre de la loi de modernisation, de la responsabilité de l'État en matière de lutte contre la sédentarité. Alors je reprends en fait rapidement un petit extrait de cette loi. La politique de santé, nous dit cette loi de modernisation, relève de la responsabilité de l'État. Elle comprend, point de suspension, la prévention collective et individuelle tout au long de la vie des maladies et de la douleur, des traumatismes, des pertes d'autonomie, notamment par la lutte contre la sédentarité et par le développement de la pratique régulière de l'activité physique tout au long de la vie. Alors, les programmes de santé s'attachent, bien sûr, à agir à la fois sur des problèmes environnementaux et des comportements individuels. Ils reposent, on l'a vu, et on l'a bien identifié dans les campagnes de prévention, ils reposent sur des campagnes qui visent la responsabilisation personnelle par nombre d'instruments de communication, stimulant le bouger, vous savez, le fameux 30 minutes d'activité physique par jour, modéré. Mais aussi, et ça c'est peut-être plus novateur, par des incitations décentralisées via les agences régionales de santé, les collectivités territoriales, le secteur sportif, par le biais du Comité national olympique sportif, mais aussi par le biais des comités régionaux olympiques sportifs, pour que, ici, les populations les plus éloignées de l'activité physique puissent être intégrées dans ce mouvement de prévention. Il s'agit ainsi de corriger les inégalités d'accès et de toucher en fait de nombreux publics, dont les publics à besoins particuliers. On imagine bien que cette politique nationale descendante, elle va avoir des conséquences au niveau régional aujourd'hui, dans le fait de la décentralisation. Effectivement, l'échelon régional et plus encore les grandes régions aujourd'hui travaillent à la mise en place des coordinations nécessaires entre les différents acteurs. Il s'agit en fait d'apprendre pour elles. Localement, il faut inventer de nouveaux outils de concertation interprofessionnelle, les articuler avec des moyens financiers disponibles, construire une visibilité de l'action préventive. Bref, quels sont les problèmes de ces différentes mises en œuvre locales? Alors, on a quelques études qui en analysent les difficultés. Je prends par exemple le travail de Marina Honta, qui fait une enseignante sur Bordeaux, qui fait une analyse de l'implantation au niveau régional du plan sport, santé, bien-être. Elle montre que les choses ne vont pas de soi. Des acteurs qui n'ont pas l'habitude de coopérer doivent apprendre à le faire. Ils doivent construire autour de thématiques nouvelles, développer des expertises qui leur sont peu communes. On a nous-mêmes, dans le cadre du laboratoire, aussi essayé de comprendre, notamment sous la direction de Nadine Acharnoé, qui a mené
un gros travail avec l'équipe du laboratoire et les collègues, quelques collègues ici présents, essayer de comprendre en fait comment l'implantation du PNNS se faisait, du Plan National Nutrition Santé se faisait localement. Et un des aspects de son travail ou du travail réalisé montre qu'il y a une difficulté des associations sportives qui savent faire de l'activité physique, certes, mais qui ont des difficultés à se déplacer sur une injonction ministérielle qui est celle de faire de la nutrition, afin de servir de courroie de transmission au programme national, au programme national Nutrition Santé. Donc, on a bien des bricolages locaux qui sont à l'œuvre sur des principes de coordination naissante pour mettre en place de la prescription ici. Alors, quelques exemples qui sont bien sûr des bricolages, mais qui ont une certaine efficacité localement. Par exemple, dans le cadre de la prescription, les collectivités territoriales se sont emparées du problème. Alors, plusieurs expérimentations sont en cours sur ce qu'on appelle un peu classiquement le sport sur ordonnance. Blagnac, ici sur Toulouse, l'Union, Chambéry, Strasbourg, le réseau Champagne-Ardenne, Biarritz, mais encore, je discutais tout à l'heure avec l'un d'entre vous, Carcassonne, qui aussi se met sur cette ligne-là, etc., etc. Alors, dans chaque cas, il y a un développement assez différent, qui est articulé sur des professionnels aux compétences qui ne sont pas homogènes. Dans certains cas, c'est le milieu associatif. Dans d'autres, c'est le réseau de promotion d'APA, par exemple, sur Midi-Pyrénées et Formy. Dans d'autres encore, ce sont des animateurs communaux, des professionnels de l'APA, etc. Mais aussi sur un modèle économique qui est lui-même un modèle très hétérogène. Par exemple, Strasbourg, contrat local de santé, ou encore des aides municipales, ou encore l'appui des sociétés pharmaceutiques, ou des mutualités. Enfin, sur des modèles d'accompagnement aussi qui sont très hétérogènes. Formation de doublettes, c'est le cas des Formy, doublettes, prescripteurs intervenant en activité. Centralisation des demandes sur une plateforme d'expertise, sollicitation par la collectivité, les clubs, des clubs et des associations, prestation de services, etc. Intégrés dans une politique municipale. Bref, on voit bien un éclatement ici qui nécessite de nouvelles formes de coordination et une gestion de ces coordinations au niveau local. Donc, pour terminer sur ce point, la question de l'implantation territoriale de la prescription de l'activité physique adaptée nous conduit à considérer une première difficulté, à laquelle se trouve confrontée la mise en œuvre d'une politique de prescription médicale. Le médecin, qui est aujourd'hui le médecin de premier recours, pivot, nous disent les textes de l'approche préventive en 2002, peut-il jouer son rôle de pivot et sur quel terreau? L'intervention ici de Daniel Mercier pourra peut-être, par la comparaison entre des expériences québécoises, j'en sais rien, et françaises, nous donner quelques pistes de construction de réseaux facilitateurs de la prescription. Mais aussi, nous verrons comment le réseau R+R organise sur la région Languedoc son maillage territorial. Nous serons attentifs dans ce sens-là à la façon dont on pu apprendre à travailler en intersectoriel ou en interprofessionnel les personnes et bien sûr la place des professionnels en APA dans ces dispositifs de suivi. Le deuxième point de mon intervention concerne plus particulièrement la prescription de l'activité adaptée en consultation avec la sécurisation du parcours de santé. Ça, c'est une seconde difficulté. Seconde difficulté qui renvoie en fait à la mise en œuvre de la prescription médicale dans la gestion de la consultation. Et bien sûr dans la sécurisation du parcours de santé et l'accompagnement du patient. Alors, à ce niveau, quel est l'intéressement finalement des médecins aujourd'hui à cette question-là? Ben déjà, quand on regarde les travaux sur la prescription médicale de l'activité physique, on remarque qu'il y a une progression nette. Si on fait sur PubMed une interrogation de données sur exercice et prescription, on montre qu'il y a une évolution des publications quasi continue entre 2000 et 2016. 2094 publications sur ce thème, 2016 331. Les thèses aussi de médecine sont en évolution sur cette question-là, puisque de 2008 par exemple à 2016, on note 32 thèses sur le fichier des thèses.
sur la question de la prescription. Alors, le problème étant que cette fonction préventive dans la consultation médicale, elle est faiblement identifiée. Elle est faiblement identifiée dans les actes et forcément faiblement rémunérée. Et alors même que 98% des praticiens sont attachés à la dimension, disent-ils, pédagogique et préventive de la relation médicale. Alors il y a quelques enquêtes qui font le contour en quelque sorte de ces problèmes de la prescription et des difficultés que peuvent rencontrer les médecins généralistes dans leur travail. J'en prends deux. Une récente qui a été faite par Blois et collaborateurs, Géraldine Blois. Une autre qu'on a aussi, que j'ai moi-même menée en 2011 dans le cadre d'un projet intermède sur les inégalités de santé en consultation de médecine générale. Et on peut montrer en fait plusieurs faiblesses. Malgré une position qui est assez favorable du reste des médecins, comme je l'ai dit, et qui est relayée par des enquêtes, notamment le baromètre santé généraliste, qui montre que 98% des médecins considèrent que le fait d'apporter des conseils en matière d'activité physique adaptée, ça fait partie de leur rôle, en même temps qu'ils jugent eux-mêmes la question assez difficile à aborder. Alors, quels sont les problèmes? Les problèmes qui sont relevés par les enquêtes, c'est que les conseils ou les recommandations ne sont pas systématiques, dépendent de la réceptivité des patients à cette question. Que les médecins, donc c'est assez contingent, que les médecins disent faire des évaluations assez sommaires, se limiter à donner des conseils de bon sens, ne pas avoir de visibilité aussi quant aux relais sur lesquels s'appuyer, ne pas avoir la formation suffisante, etc. Alors, si on s'attache aussi à voir quelle est la place de l'activité physique dans la consultation, et c'est le travail qu'on a fait sur Toulouse, et que j'ai pu suivre, on a regardé 50 consultations de médecine générale. 50 consultations dont l'objectif c'était de faire en fait une prescription de l'activité physique ou une indication de l'activité physique comme première intention. Donc sur des patients qui étaient plutôt obèses ou pour lesquels il y avait nécessité de mettre en place de l'activité physique. Et donc je me suis attaché particulièrement à regarder l'ensemble des interactions qui sont produites dans ces consultations, puisque toutes ces consultations avaient été enregistrées. Et donc on a fait un découpage thème après thème de l'ensemble des thèmes abordés dans la consultation. On se rend compte ici par exemple que le volume de l'interaction médecin-patient sur la question de l'activité physique adaptée, sur la question de l'activité physique, pas nécessairement adaptée, représente 2,7% du volume de la consultation générale. Par exemple, sur l'alimentation, pour avoir une comparaison, il représente 7,9%. Donc les médecins sont plus actifs en quelque sorte dans les recommandations qui concernent l'alimentation que l'activité physique. Je me suis attaché aussi à analyser qualitativement les interactions pour montrer les difficultés et les stratégies que les médecins pouvaient avoir à l'égard de la conversion des patients, c'est-à-dire il faut les persuader d'une certaine manière qu'il faut faire d'activité physique. Et là c'est très compliqué quand on regarde les interactions et quand on voit la peine qu'éprouvent les médecins dans la gestion justement de cette relation. Alors je ne vous donnerai pas d'exemple ici parce que je n'ai pas le temps de développer, mais c'est assez amusant. En s'appuyant par exemple sur la médicalisation du style de vie, donc ça c'est une orientation des médecins, hein. Faire passer une sorte de questionnaire de l'activité physique ou de l'alimentation dans la gestion des bonnes habitudes de vie. Ou encore donner des pratiques, des bons conseils, du bon sens, que eux-mêmes, médecins, ont pu expérimenter. Mais aussi les patients, et ça c'est plus problématique pour les médecins, peuvent aussi prendre le dessus, imposer aux médecins leur résistance, en brouillant les pistes, c'est-à-dire en leur donnant des fausses informations. Mais aussi encore en réduisant, en ayant toute tentative de recommandation, qui font que les patients revendiquent même leur identité de sédentaire. Donc on voit que il faut du temps. Il faut du temps et il faut de la patience et il faut certainement une application particulière. Les médecins, on le sait, sont pris dans la difficulté de devoir composer avec les patients et c'est une charge qu'ils disent chronophage. Alors,
Monsieur Fadi Chalabi, qui est médecin généraliste, peut-être ici, va nous présenter certainement la complexité de cette affaire. Faire des recommandations qui touchent la moralisation des comportements. Il nous montrera qu'il y a même un algorithme de la prescription qui peut s'intégrer facilement dans la consultation en médecine générale. Mais certainement aussi cet algorithme qui bute sur les patients résistants. Il faudra peut-être alors envisager des consultations spécifiques. Mais qui la délivrera? C'est la question qu'on peut se poser. Avec quels moyens? Et surtout, quel suivi une fois la recommandation ou la prescription effectuée? Nous verrons à ce sujet comment le réseau R+R gère aussi la continuité de la prescription et de son évaluation dans la durée, certainement par des moyens d'accompagnement très qualitatifs. Voilà donc le deuxième point qui me semblait important. Et le troisième point sur lequel je voudrais conclure, c'est le sens de l'activité physique adaptée et ses conflits. L'activité physique adaptée n'a pas le même sens, malgré ici un consensus apparent. En effet, le problème de la prescription porte aussi sur la nature de la part. Qu'est-ce que c'est que l'activité physique adaptée? C'est en fait une question qui est peu abordée, puisque on a tous adopté de façon assez commune ce terme pratique activité physique adaptée, mais chacun y met derrière ce qu'il veut. Que prescrit le médecin? Il prescrit un exercice physique régulier, raisonné, raisonnable, selon les 3 R du professeur Rivière. Une activité de loisir que le patient va chercher dans un club, une association, une autre façon d'utiliser son corps dans ses déplacements, etc. On peut imaginer qu'il envisage tout cela à la fois. Par contre, le patient, lui, il est en recherche d'une activité accessible. Il se préoccupe de ce qu'il apprend dans l'activité. Il peut être aussi, peut-être aussi de ce qu'il dépense en énergie, certainement. Ce qu'il ressent, de son plaisir ou non que lui procurent ses sensations corporelles, mais encore des personnes qu'il rencontre dans l'activité et des bénéfices qu'il perçoit sur son bien-être, son délassement, etc. Si généralement la recommandation médicale se concentre sur la nature des exercices, il est bien du rôle des intervenants d'intégrer cette préoccupation hygiéniste en y accordant toutes les dimensions bio-psychosociales de l'activité physique et des activités physiques adaptées. Puis certainement aussi de les faire jouer les unes les autres, afin d'accroître l'adhésion du patient au projet de santé. Alors, quelle définition de l'activité physique adaptée adopter? Le milieu universitaire qui a été aussi à l'origine de cette définition de l'activité physique adaptée, qui ensuite s'est plus ou moins délité en fonction des usages que les uns et les autres peuvent en faire, a posé cette définition qui est peut-être un peu longue mais qui me semble important de rappeler à ce moment. L'APA se fonde sur le lien entre l'activité physique adaptée et la santé. Elle consiste à maintenir en mouvement les personnes limitées par une maladie, une situation de handicap, en mobilisant des capacités restantes et en utilisant des activités physiques ou sportives ludiques, artistiques, adaptées aux besoins et attentes des capacités. Les APA ainsi agissent au niveau fonctionnel en développant les capacités, en participant à une diminution de certaines incapacités, en prévenant le développement de pathologies associées, mais également au niveau psychologique et social, en réduisant les situations de limitation d'activité et en développant le bien-être, l'autonomie et les possibilités d'action et d'expression. Les finalités. Elles sont dispensées auprès de personnes qui sont porteuses de maladies chroniques ou en situation de handicap, afin de prévenir, de réadapter, de réhabiliter, de réinsérer, d'éduquer ou d'emmener la participation sociale. Donc, vaste programme. Vaste programme qui ne se limite pas, je veux dire ici, à un programme d'exercice. La question donc se pose sur les outils d'évaluation, de leur diversité, en rapport avec chacune de ces finalités. Nous aurons certainement quelques éclairages sur ce sujet, en écoutant Daniel Mercier, qui va s'exprimer juste après moi, mais aussi en écoutant Claire Cousinard, par rapport à les outils qui ont été emmenés dans le réseau R+R, et sûrement en suivant les tables rondes
de cette journée. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur Jérémy, pour cette contextualisation. Je vais vous proposer de faire une pause en attendant la venue du président de l'université Paul Sabatier. Donc je vous rappelle qu'il sera projeté à l'intérieur de l'amphithéâtre et à l'extérieur les posters des Master 1 et il est à disposition des cafés auprès de nos partenaires REAPS. Donc à tout à l'heure.